15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio J. Je vous retrouve pour une heure d'émission ensemble avec mon invité aujourd'hui, journaliste passé par Europe 1, chroniqueur historique de la Maison des Maternelles sur France Télé, visage de la matinale Bonjour sur TF1, piloté par Bruce Toussaint et auteur d'une dizaine de livres et d'histoires destinées aux tout petits. Benjamin Muller vient de publier avec sa femme Céline Kallmann Scandale à l'école, un podcast dédié aux enfants pour dénoncer l'antisémitisme en collaboration avec le ministère chargé de la lutte contre les discriminations et la DILCRA également. L'occasion, vous le savez comme toujours, de découvrir notre invité en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Benjamin Muller. Bonjour Cyrielle, je suis ravie d'être là. Et moi aussi, je suis ravie de vous revoir, j'ai envie de dire, parce qu'on se connaît bien. On a travaillé tous les deux dans une maison bleue pendant quelques années. Merci alors d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir votre actualité, Benjamin. Mais puisque je crois que vous connaissez l'émission, qui a un ADN très particulier, tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, je vous demanderai pour démarrer cette émission 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Je dirais enthousiaste, je dirais énergique et je dirais parfois bordélique. Et parfois bordélique. Souvent l'enthousiasme va avec le bordel, je trouve. On va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission, où l'on commence par le début, toujours le début. Benjamin Muller, si mes informations sont bonnes, et vous pourrez me contredire, vous êtes né en décembre 86. 85. Voilà, vous êtes originaire de Metz, ça je crois pas me tromper. Vous avez un père médecin généraliste, une mère puéricultrice. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? En Lorraine, effectivement, une enfance très joyeuse. Très éloigné de toutes les problématiques d'aujourd'hui. Moi, quand je repense à mon enfance, j'avais l'impression que la vie était belle. C'était les années 90. Tout était facile. Moi, j'ai ce souvenir-là. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ouvraient à le côté un peu tout est possible dans la vie. Ce que tu as envie de faire plus tard, tu le feras à force de travail, à force de choses comme ça. Donc, j'ai été élevé un peu dans la bienveillance. Et là-dedans, puis les années 90, il faut quand même le dire, c'était fantastique. C'était le meilleur. C'était bien. Hein. C'était le meilleur. Ouais. Et j'en parlais hier, on se disait qu'on était une génération un peu entre deux. Entre celle de nos parents et celle du tout connecté d'aujourd'hui, ce qui est une génération qui a tout vu finalement, qui a un petit peu plus de mal à se trouver dans l'époque actuelle, mais bon, on s'est adapté aux choses. Est-ce que vous avez des frères et sœurs, Benjamin Muller ? J'ai 2 frères et une sœur. Plus grand, plus petit ? J'ai une grande sœur et 2 petits frères. Et comme mes parents se sont divorcés, il y avait 2 autres demi-sœurs aussi à la maison. Donc moi j'ai des souvenirs de repas toujours très joyeux, avec plein de monde à la maison, toujours du passage, en grandissant, les ados, les copains, les copines de tout le monde venaient. Et voilà, pour moi la famille, il faut qu'il y ait plein de monde. Un repas où on n'est que 4, je m'ennuie quoi. Ok. Quel genre d'enfant vous étiez et quelle passion vous avez nourrie petit ? J'étais passionné par le sport, comme beaucoup de monde, et par l'écriture. J'aimais beaucoup écrire, mais j'étais persuadé que ce ne serait pas pour moi, qu'il fallait avoir un talent certain que je n'avais pas, et je continue de penser qu'il faut un énorme talent pour écrire, mais en tout cas, je pense qu'il faut oser. Et nous, on est très contents de passer ce message-là aux enfants, à tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être Baudelaire pour écrire. Tout le monde peut écrire, tant pis si c'est nul. Et il faut, voilà. Et je pense que c'est pareil pour toutes les questions artistiques. Moi, quand mes enfants font des dessins et qu'ils me disent c'est moche, je dis mais ça n'existe pas le moche. Et d'ailleurs, avant-hier, un de mes fils me dit c'est moche. Je lui ai dit ok, je vais te montrer des dessins de Picasso. Picasso extraordinaire, hein. Oui. Mais il y en a quand même bon. Oui. Il y a un petit côté, c'est comme Basquiat, il y a un petit côté, c'est un enfant de 4 ans qui a gribouillé, quoi. Mais bon, c'est fantastique. Et les enfants disaient, mais c'est beau ou c'est pas? Je ne sais pas qu'est-ce qui est beau. Donc c'est pareil pour un texte, c'est pareil pour de l'écriture, la chanson, etc. Donc voilà, moi j'ai envie de donner ces valeurs-là à mes enfants. C'est une jolie façon d'éduquer et encore une fois, on retrouve ce tout est possible. C'est une façon que vous avez envie de transmettre comme vous l'avez vécu. On en revient à mon enthousiasme du mot. Alors ça peut être fatigant aussi pour les gens qui vivent avec moi, parce qu'à force de tout est possible, se lancer des challenges tout le temps, et bon, de temps en temps on se prend des murs, mais pas toujours. Pas toujours. Vous rêvez de devenir journaliste sportif. Ouais. Vous allez faire des études dans ce secteur. Et des débuts, enfin plutôt un début dans ce secteur, parce que les études, vous allez nous le dire si ça a été le cas ou pas. J'ai commencé en faisant à l'Est républicain, je couvrais les matchs de foot aux alentours de Nancy pour l'Est républicain, donc j'adorais l'ambiance à l'époque dans les rédactions où tout le monde fumait, moi ça me faisait marrer. Donc j'arrivais après les matchs de foot, j'allais voir, attention, c'était de la 27e division, où je faisais des petits commentaires de matchs, mais j'avais l'impression d'être une star du journal L'Équipe, parce que je trouvais ça extraordinaire. Tous les papiers commençaient toujours par « Dommage que ce match qui avait bien commencé ait fini en baston général », parce que dans ces niveaux-là, c'est un peu comme ça. Et donc j'ai découvert le journalisme par ce prisme-là.
Rapidement, je suis arrivé à Paris, j'ai commencé une école de journalisme et j'ai rencontré Christophe Ondelat, historique voix de Faites entrer l'accusé notamment, de la matinale d'RTL. Et puis voilà, on a sympathisé et il m'a permis d'entrer à RTL assez rapidement, j'avais 22 ou 23 ans. Et vous n'allez pas terminer vos études, vous allez être débauché par RTL. Vous allez donc obtenir un poste et vous y allez rester aux côtés de Nicolas Poincaré. Ah bah Nicolas, c'est une grande histoire, Nicolas Poincaré. Nicolas, déjà, il faut dire que c'est sans aucun doute l'un des plus grands reporters français depuis la nuit des temps. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a couvert tous les conflits depuis les années 90, qui est notamment Sarajevo, notamment le Rwanda, les conflits dans tout le Proche-Orient, enfin voilà. Ce qui est absolument tout l'inverse de moi. C'est-à-dire que moi, je suis absolument pas un grand reporter, mais quand on s'est rencontrés, je crois qu'on a eu un énorme coup de foudre, une forme de filiation tous les deux. C'est un être extraordinaire. Et moi, il m'a appris la vie. Il m'a vraiment appris à la vie, le journalisme, le métier. Il m'a présenté à tout un tas de monde et il m'a apporté une forme de rigueur, etc. C'est un gars génial. Vous allez le suivre à Europe 1 et il y a près de 11 ans, vous faites partie d'une expérience. J'avais très envie que vous nous en parliez parce que je n'ai pas du tout vent de cela. 8 clos sur le net avec 4 autres journalistes radio. Ça consistait en quoi ? Ça paraît il y a 1000 ans parce que ça va faire marrer les gens qui nous écoutent. C'était à France Info. C'était les médias francophones avaient organisé ça parce qu'avant Europe 1, on était passé par France Info avec Nicolas. De toute façon, je le suivais partout. Et en gros, ils avaient une idée. C'était le début de Facebook et de Twitter à l'époque. Et il s'était dit, bon, comme de plus en plus de monde s'informe là-dessus, est-ce que les infos sont vraies ? Est-ce que les hiérarchies sont bonnes ? Et donc, l'idée, c'était, on était enfermés dans un gîte dans le Périgord, avec accès ni aux journaux, ni à la radio, ni à la télé, rien, sauf Facebook et Twitter. Et on s'informait que par Facebook et Twitter. Et donc, moi, sur France Info, toutes les 2 heures, j'allais en direct dire, bah voilà, selon moi, les infos, c'est ça, ça, ça et ça. Du coup, l'auditeur pouvait comparer avec les vraies infos, en tout cas données par France Info, 1 minute avant. Et donc, il pouvait comparer si je disais des conneries, la hiérarchie que je donnais. Et c'était, à l'époque, comme Facebook et Twitter commençaient, c'était assez révélateur, je trouve, de ce que sont devenus aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais complètement, c'était très avant-gardiste pour l'époque. Aujourd'hui, on se rend compte que, malheureusement ou heureusement, les jeunes se nourrissent davantage sur les réseaux sociaux, notamment sur ce qui est de l'information. Est-ce que vous pensez que ce genre d'émission, ce genre de concept pourrait être refait et justement aurait son intérêt ? Je pense que ça n'aurait plus beaucoup de sens aujourd'hui parce qu'effectivement, alors là, vous avez complètement raison, une grande majorité de la jeunesse s'informe essentiellement par les réseaux sociaux. On peut élargir avec TikTok, avec les podcasts, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, ça veut plus vraiment dire c'est un canal comme un autre parce que Radio J a un compte, TF1 là où je travaille a un compte, Le Monde a un compte, il y a des Hugo Décrypte par exemple qui sont des gens qui font un boulot fantastique mais un peu différent, apportent de l'info de qualité. Donc aujourd'hui ça aurait plus beaucoup de sens. Sachant que les médias sont aussi maintenant sur ces réseaux-là où ils relayent toutes les informations. 2 ans plus tard, votre carrière va connaître un tournant, un vrai tournant lorsque vous devenez chroniqueur, devenu historique dans l'émission À la maison des maternelles avec Agathe Le Garon. On est sur France 5, puis sur France 2. Vous allez y rester 8 saisons avant de quitter l'émission il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est une expérience qui vous a changé, Benjamin Muller ? C'est une expérience extraordinaire parce que La maison des maternelles, c'est parler de ce qu'il y a de plus intime chez les gens. C'est entrer chez les gens par le prisme de la télé pour leur parler de ce qui leur est le plus cher, le plus beau, le plus heureux, le plus douloureux aussi. On parle certes de naissance, de moments de couple, d'amour, etc., mais aussi de perte d'enfants, de maladies. Donc on est dans des sujets qui sont tous les jours d'une extrême intensité. Dans le bon et dans le pire. Alors plus souvent dans le bon quand même, mais aussi dans le pire. Donc moi oui, ça m'a marqué, sans parler de toutes les injonctions que l'on a pu avoir, toutes les fois où on parle d'éducation, ou moi devenant papa dans à peu près à ce moment-là, forcément ça me renvoie à moi tout le temps. Et puis alors le lien avec les téléspectateurs et surtout les téléspectatrices est forcément très fort vu ce dont on parle, surtout qu'il y a eu la période de Covid où je bossais à la maison des maternelles, où il faut se rappeler quand même que pour les femmes qui étaient enceintes à ce moment-là, on ne savait pas du tout si j'attrape le Covid, est-ce que mon bébé l'aura ? Est-ce qu'il va survivre ? Moi, est-ce que je vais pouvoir accoucher ? Rappelez-vous, les hommes n'avaient pas le droit d'entrer dans les maternités pendant que les femmes accouchaient. Donc nous, on continuait l'émission tous les jours et on accompagnait les femmes en leur disant, bon, on ne sait rien, mais tous ensemble, on va se prendre la main et on va vous accompagner le mieux possible pendant votre grossesse. C'est une émission qui est tout à fait nécessaire. Vous le disiez, vous abordiez tous les sujets de l'enfance par le prisme de l'homme. Et ça aussi, c'est très important de le dire, parce que vous démarrez, vous avez une trentaine d'années, vous devenez papa à peu près à ce moment-là. Est-ce que cette émission vous a permis d'apprendre à être papa, ou finalement, c'est en apprenant à être papa que ça nourrit ce que vous avez donné dans l'émission ? Je dirais plutôt la deuxième partie. Je pense pas quand même que l'émission m'a appris à devenir papa.
En revanche, c'est sûr qu'elle m'a changé, elle m'a fait réfléchir beaucoup. Et puis à force d'avoir, une fois encore, des parents qui viennent raconter leurs histoires, forcément, ça renvoie à soi. Et donc ça change complètement. Vous étiez le seul homme quasiment en plateau, entouré de beaucoup de nanas. Ouais. Comment vous avez vécu ça et comment les téléspectateurs vous l'ont rendu? En vrai, c'est plutôt agréable, moi je trouve, les ambiances de nana. Parce que, je sais pas, moi j'ai été interne quand j'étais plus jeune, donc ambiance que de mecs. Et alors, je sais pas, quand on est qu'entre mecs, franchement, on devient des beaufs finis, quoi. Je veux dire, même à mon avis, dans la plus haute intelligentsia, quand il y a que des mecs, il y a un petit côté beauf, etc. Donc moi, j'ai bien aimé être entouré de nanas, surtout que forcément, du coup, j'étais un peu le chouchou, quoi. Benjamin Muller, aujourd'hui vous êtes chroniqueur sur la matinale Bonjour de TF1, pilotée par Bruce Toussaint. Vous parlez encore de la famille, élargie au relationnel. À quel moment finalement ce sujet a pris le dessus sur l'envie de base qui est le sport ou qui aurait pu être à un moment donné l'information générale? En devenant parent. En devenant parent, ça m'a complètement changé. J'ai vraiment découvert la vie. Puis comme je disais tout à l'heure, moi je viens d'une famille nombreuse où la place de la famille est très importante. Moi, ma famille, c'est là j'ai une banalité, mais c'est très important. Donc, en plus, je trouve que de parler de ces sujets-là, de parler de la vie de couple, de parler des parents, de parler des enfants, des grands-parents, c'est parler de tous les sujets. En fait, en parlant de ces sujets-là, on parle absolument de tout. Il y a aucune limite. Et c'est vrai que de temps en temps, notamment au début, quand je commençais au maternel, il y avait des mecs, des copains qui me disaient « Mais t'en as pas marre de parler des couches ?» Et je disais « Mais vous êtes des grands malades. Parler de la parentalité, c'est pas parler des couches. C'est de parler de la vie, c'est de parler de toi, c'est de parler de ta femme, de ta mère, des relations humaines, même professionnelles, l'égalité entre les hommes et les femmes. On peut même parler de questions économiques. On parle de tout. » Et d'ailleurs, on a reçu, dans les maternelles, moi j'ai eu la chance de recevoir à peu près toute la classe politique à part le président de la République, parce que ce sont des sujets qui sont évidemment politiques aussi. Qu'est-ce que vous avez appris de ces rencontres avec ces politiques-là? Ce sont finalement des gens comme les autres qui doivent conjuguer la vie au quotidien, évidemment, Ouais, mais d'autres choses aussi. Humainement, je trouve que c'est plutôt décevant. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un décalage entre les propos tenus à l'antenne et sur les sujets dont je parle moi. Hein, je parle pas de sujets politique internationale, d'économie, etc. Mais sur les sujets dont je parle moi, je trouve qu'il y a souvent des décalages entre ce qui va être dit et puis en fait juste leur antenne où on comprend que ça reste quand même un peu trop pris pour des sujets futiles. Moi je trouve, alors que ça devrait être la base de beaucoup de choses. Donc moi qui croyais beaucoup en la politique quand j'ai commencé, sur ces questions-là j'ai été déçu. Ouais. Depuis 6 ans, vous produisez avec votre épouse, la journaliste Céline Kallmann, ensemble un podcast, Encore une histoire, qui a été adapté en roman depuis, et Encore un frisson. Quelles sont la vocation de ces 2 podcasts? À la base, quand on le crée, c'est vraiment pour nos enfants, les amis de nos enfants. On se dit Céline, qui a une très belle voix, qui est une très belle conteuse, elle va enregistrer sa voix. Alexandre Ferreira, qui est notre réalisateur, va mettre de la musique, des bruitages, enfin voilà, faire le génie du son. C'est pas vous que je vais apprendre que la radio, c'est extraordinaire. Et donc, on va raconter des histoires à la base issues de la littérature jeunesse, puis tout doucement, on s'est mis à les écrire nous-mêmes, puis maintenant, on en fait une par semaine. Et en fait, par l'audio, par le son, on peut parler de tout avec nos enfants. Moi, j'aime bien les gens qui disent « Non, mais ça, c'est pas un sujet pour les enfants ». En fait, tous les sujets sont pour les enfants. Tout dépend de la manière dont on leur parle. Et d'ailleurs, moi, ce que j'adore avec les enfants, c'est qu'ils ont une curiosité sans nom. Ils nous posent des questions sur tout. Donc nous, par les histoires, en essayant d'être le moins chiant possible et surtout le moins donneur de leçons, parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise quoi penser, mais on peut aborder de tout. On en viendra sans doute là à la lutte contre l'antisémitisme. Je pense qu'on peut parler de ce sujet à des enfants dès le plus jeune âge, juifs et non juifs. C'est très important. Exactement. Vous venez de publier ce podcast Scandale à l'école. C'est un podcast en 2 épisodes dédié aux enfants pour dénoncer l'antisémitisme. Il a été imaginé en collaboration avec le ministère chargé de la lutte contre les discriminations, mais aussi la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. On le retrouve sur toutes les plateformes d'écoute. Comment ce projet il est né? Parce que je crois qu'il a une racine qui va au-delà même d'une date importante. Eh ben, alors, effectivement, il y avait les assises de lutte contre l'antisémitisme. C'est un sujet qui est 13 février, qui était, je pense qu'on peut le souligner d'ailleurs, parce qu'on dit que la classe politique peut être décevante. Là, moi, je trouve qu'on était sur un beau projet, ambitieux, courageux, et c'est le genre de projet. Bon, voilà. Comment c'est né? Mon épouse Céline Kallmann est très sensibilisée bien sûr à ce sujet globalement de la lutte contre l'antisémitisme, notamment par ses histoires familiales, notamment par son grand-père qui lui en parlait beaucoup. Et donc elle
moi, depuis qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est mis ensemble, elle me parlait beaucoup de ce sujet-là. Donc forcément, nous, on en parle beaucoup avec nos enfants. C'est un sujet qui, voilà, c'est très ouvert. On peut parler très facilement avec eux. Je trouve ça très bien de l'antisémitisme, disons les choses telles qu'elles sont. Et ça fait longtemps qu'on se dit comment faire pour en faire un podcast, pour en parler au plus grand nombre, et que ça ait une résonance. Mais il faut réussir à le faire un peu. L'enjeu, c'était de le faire un peu subtilement. C'est-à-dire, il ne faut pas leur faire peur. Mais il faut quand même faire passer les images pour des enfants qui ont 4-5 ans. Donc, question, comment on parle des croix gammées à un enfant de 4-5 ans ? Pas simple. Et pour nous, c'était un challenge. Donc voilà, ça a suscité beaucoup de réflexions. Nos enfants, on s'est beaucoup servi d'eux pour leur dire tu penses qu'on peut dire ça, pas ça, etc. Puis finalement, on est sorti ces épisodes. Quel âge ont vos enfants ? 7 ans, 11 ans et 13 ans. Alors, c'est un podcast qui explique aux petits, on va dire tout petits, mais à partir de 6 ans et sous la surveillance d'un parent ou d'un adulte quand même, comment l'antisémitisme surgit par le biais d'une école vandalisée dans la nuit. On va écouter un extrait. Ouais, je suis au courant et franchement, c'est hallucinant ce qui s'est passé. Mon papa m'a dit que quoi ? Le presse Simon. Que beaucoup de choses ont été cassées. Une porte, des vitres, les vestiaires de sport ont été couverts de peinture et surtout, devant l'entrée de la cantine, il y a eu des inscriptions. Mais oui, mais on est au courant pour les inscriptions, mais tu sais ce qu'il y a d'écrit alors ? Ben, c'est horrible. Il y a une croix gammée. Mais c'est très grave ce qui vient de se passer. Dans notre école. Mais qui a bien pu faire ça ? Et pourquoi ? Ce lundi, l'école restera fermée. Voilà pour le début du podcast qui démarre ainsi. Je crois que vous vous êtes un petit peu censuré, Benjamin Muller. Oui, d'une discussion avec Céline, et après coup, je pense qu'on a eu raison de se censurer. Moi, je voulais qu'il y ait, en plus de la croix gammée, écrit sale juif, pour que ça marque les esprits. Et en fait, c'est Céline qui m'a dit, si on le laisse, des enfants, le risque, c'est qu'ils détournent et qu'ils le prennent eux-mêmes. Et qui, à eux-mêmes, ça devienne dans leur langage de dire sale juif. Et donc, on ne peut pas prendre le risque de jouer avec cette formule-là. L'idée, c'était de marquer les esprits et que la grande majorité de nos auditeurs l'auraient pris comme il faut le prendre. C'est-à-dire, mon Dieu, c'est horrible d'insulter quelqu'un de sale juif. Et puis, au-delà de ça, la croix gammée a une vraie signification, une vraie histoire. Donc, voilà. ça suscite l'enquête, l'explication, la compréhension. C'est ce que vous faites tout du long. Voilà, et c'est là que je pense, où on peut apporter quelque chose. C'est que du coup, la croix gammée, il va donc y avoir l'enquête des enfants pour que ce soit une histoire d'aventure classique. Et le prof, en fait, ce qui arrive juste après, c'est qu'il y a des enfants qui disent bon, ça va, c'est un dessin, la croix gammée, c'est rien. Et donc là, les enfants entre eux vont en débattre. Si, non, tu peux pas dire ça, etc. Oui, mais la Seconde Guerre mondiale, c'était il y a longtemps. Et là arrive le prof, et le prof va ouvrir le débat et va avoir une discussion et va leur dire pourquoi non. On peut pas considérer que c'est loin, donc on s'en fout. La croix gammée, ce qui est arrivé hier, peut encore arriver aujourd'hui. D'ailleurs, l'actualité nous le rappelle tous les jours. Et donc, par le biais de ce prof, on peut faire passer des messages. Un peu plus tard arrive aussi une grand-mère qui a vécu aussi cette période de l'occupation et qui peut, elle aussi, amener des petites bribes de messages. Et justement, vous soulevez l'importance du témoignage dans ce podcast avec une phrase importante à retenir. Je pense que c'est la phrase du podcast. Dans la bouche de la mamie, le passé ne disparaît jamais complètement. Il s'endort parfois, il se cache, mais il ne meurt jamais. C'est à vous de ne pas le laisser s'effacer, de ne pas détourner le regard, de ne pas laisser faire sans rien dire. Oui, je pense que là, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, ce qui est valable pour les enfants est valable pour nos ados, pour les jeunes adultes. C'est à vous de ne pas détourner le regard. Ça, je pense que déjà, c'est important. Il ne faut pas se pincer le nez là, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec toute la haine qui monte de partout. Et puis, c'est à la jeunesse de s'en saisir. C'est-à-dire que oui, c'est super que des vieux intellectuels ou vieux politiques prennent la parole pour dénoncer ces choses-là. C'est super, c'est une très bonne chose. Mais si la jeune génération oublie, laisse de côté, considère que c'est pas son problème, alors forcément, d'une manière ou de l'autre, les choses vont se reproduire. Est-ce que dans la vie, vous pensez que l'antisémitisme est toujours le fruit d'une mauvaise éducation ou de la bêtise, comme vu dans le podcast ? Alors, je pense qu'il y a des deux, mais je pense que malheureusement, il y a beaucoup plus aussi. Ça vient des racines. Il y a un antisémitisme qui a pris racine bien avant, enfin là je vais rien apprendre à personne, mais bien avant la Seconde Guerre. Je veux dire, étudier l'affaire Dreyfus, c'est comprendre que l'antisémitisme est ancré dans la société française, malheureusement. Et donc oui, bien sûr de la bêtise, oui, un manque de perspective, mais beaucoup d'autres choses, d'où l'importance, je pense, d'en parler des plus jeunes enfants, pour faire en sorte qu'eux-mêmes ne relayent pas des propos, des clichés antisémites, sans même forcément le vouloir.
Ça aussi, c'est important. Il faut pas laisser passer les moindres petites réflexions, les moindres petits trucs sur les juifs. Et d'ailleurs, ce qui est valable pour les juifs, l'est aussi pour le racisme, pour l'antiféminisme, pour l'homophobie, etc. C'est un combat. Hein. C'est en ça que c'est politique aussi. C'est évidemment un combat. Et nous, je pense que à notre manière, qui est quand même plutôt cool, hein, c'est des histoires pour enfants, on contribue à ce combat. Comment vous avez-vous expliqué l'antisémitisme à vos enfants et est-ce que vous êtes très vigilant aux écrans notamment ? Ah oui, oui. Comment on explique l'antisémitisme ? Écoutez, je pense que c'est en leur en parlant un peu tout le temps. Il faut pas, je pense, attendre un jour et faire bon, ça y est, tu as 10 ans, assieds-toi, je vais te parler d'un truc, c'est l'antisémitisme. Non, il faut que ce soit tout le temps un petit peu présent. Je pense que les écrans, la radio, notamment après le 7 octobre, après ce qui s'est passé, même ma fille avant avec l'hypercachère d'ailleurs, on parle aujourd'hui de l'hypercachère, oui. Tout ça c'était des... je mets des ultra guillemets, mais pas des prétextes, mais en tout cas, il fallait absolument se servir de cette actualité tragique à chaque fois pour expliquer aux enfants, d'une part, concrètement ce qui s'est passé le matin même, le jour même, le 7 octobre, les racines de ça, pourquoi il y a des réactions si polarisées sur ces sujets, avec des mots adaptés. Hein. L'idée, c'est pas non plus de traumatiser nos enfants qui ont 7 ans, 6 ans, mais tout doucement. Et puis, c'est bien aussi de leur apprendre le pouvoir de la réflexion pour que plus tard, si eux, au collège, au lycée, ils entendent des choses, ils aient les armes pour se défendre. Justement, il y a une phrase dans votre podcast qui est « Tu crois que ça arrive souvent, des gens qui font du mal sans comprendre pourquoi, Benjamin Muller ?» Est-ce que vous pensez qu'un enfant a vraiment conscience de ce qu'est l'antisémitisme ? Je pense que non. En tout cas, il pas de ce dont on parlait, à quel point il est ancré dans une partie de la société française. C'est sûr que non. En revanche, un enfant, je suis persuadé, a conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, des discriminations, de pointer du doigt quelqu'un parce qu'il est gros, ou parce qu'il a une telle couleur de cheveux, ou parce que c'est une fille, ou parce qu'il est juif. Un enfant a conscience qui fait du mal. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'un enfant ne naît pas antisémite, il le devient, ne naît pas raciste, il le devient, etc. etc. Donc les enfants, il faut aussi leur faire confiance. Ils ont la possibilité de pas tomber dans ces choses-là, mais il faut leur donner les armes. Ouais. À la fin du podcast, l'enfant se fait exclure de l'école. Oui. Alors je doute que ça se passe comme ça dans la vie, Benjamin Muller, mais je pense que c'est volontaire justement pour dissuader les petits. J'ai quand même tendance à penser que si on peut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent comment ça se passe. On a beaucoup réfléchi pour se dire qui vont être les auteurs de ces croix gammées, et on s'est dit qu'on allait plutôt faire un gamin de l'école avec ses cousins. Il s'est laissé plutôt embrigader par ses cousins et il a dit qu'il avait vu qu'aux États-Unis il y avait une croix gammée sur une école, ça avait fait le buzz là-bas. Il a voulu faire le buzz, mais au fond de lui il n'y avait pas une volonté de perpétuer un truc antisémite. On s'est dit qu'il fallait faire ça pour que ce soit quand même plus humain et moins violent que ce que ça ne pourrait être. Et donc moi j'ai quand même tendance à penser que si aujourd'hui dans une école un gamin fait une croix gammée, il se fera virer. Enfin, en tout cas, je l'espère. Après, encore une fois, tout dépend de l'âge. Oui, tout dépend de l'âge. Oui, bien sûr, s'il a 8 ans, on ne vire pas des enfants de 8 ans et il faut mettre en place des choses. Mais oui, alors l'idée, oui, bien sûr, c'est de dissuader parce qu'on ne voulait surtout pas que notre podcast, mais ça c'est bon, donne des idées à certains en se disant, ouais, on va aller faire des croix gammées, génial, on va parler de nous. Non, ça, heureusement, là où je suis très content, je vous le dis, j'en profite d'être ici, c'est qu'on a reçu beaucoup de messages de parents de confession juive qui nous ont dit merci. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, disons les choses là aussi, depuis le 7 octobre notamment, pour venir en aide avec ce genre de support pour les enfants. Et donc, nous, ça nous paraissait important d'offrir à notre humble niveau, je ne suis pas en train de dire qu'on révolutionne le monde, mais ces petits supports-là, des parents de confession juive et aussi des profs qui nous disent c'est un support pour nous pour parler de ces sujets. Donc là on se dit que c'est réussi. Justement, on imagine qu'il est proposé et peut-être même recommandé dans les écoles aujourd'hui. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Benjamin Muller pour le podcast Scandale à l'école dédié aux enfants qui dénoncent l'antisémitisme. On revient juste après le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Beleich. Bonjour Etani. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Le Hamas a tiré 3 roquettes vers Tel Aviv en début d'après-midi. L'une d'elles a été interceptée par les forces israéliennes. Les 2 autres se sont abattues dans des zones inhabitées. Des débris de projectiles sont notamment tombés à Rishon LeZion dans le centre d'Israël sans faire de dégâts.
Des heurts ont éclaté aux abords de la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem, où la police a barré la route à plusieurs milliers de manifestants qui tentaient de s'en approcher pour protester contre le renvoi du directeur du Shin Bet. Le gouvernement doit se réunir dans la soirée pour voter le limogeage de Ronen Bar. Après Olivier Grondeau, qui était détenu en Iran depuis 2022 et qui a été relâché hier, un autre Français qui a requis l'anonymat a lui été autorisé à quitter la République islamique dans la soirée, annonce le Quai d'Orsay. 10 ans de prison ont été requis en Algérie à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu dans le pays depuis novembre. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale. Le verdict est attendu dans une semaine, le 27 mars prochain. Et puis, après son interpellation à Montpellier, l'influenceur franco-algérien Doualem va être placé au centre de rétention administrative au Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne en attendant son expulsion. Enfin, les chefs d'état-major d'une trentaine de pays prêts à contribuer à des garanties de sécurité pour l'Ukraine se réunissent aujourd'hui au Royaume-Uni pour discuter d'un plan de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Le Premier ministre britannique Keir Starmer tente avec le président français Emmanuel Macron de constituer une coalition de pays volontaires. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une petite pause et on retrouve mon invité Benjamin Muller et mes chroniqueurs en direct sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Comme beaucoup, vous pensez que l'avenir de votre famille est en Israël ? Préparons votre alia ensemble. L'agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à faire de votre rêve une réalité. Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi. Des spécialistes sont à votre disposition pour vous guider pas à pas dans votre projet d'Alia. Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 30 mars de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi jusqu'à 16h avec nous et avec mon invité aujourd'hui Benjamin Muller pour le podcast Scandale à l'école dédié aux enfants et qui dénonce l'antisémitisme à retrouver bien sûr sur toutes les plateformes. Il y a un podcast que nous évoquions tout à l'heure, Benjamin, qui est encore une histoire, 400 histoires disponibles aujourd'hui avec la voix de Céline Kallmann, 42 millions d'écoutes et il prend vie sur scène bientôt. Oui, alors ça c'est vrai que c'est un peu un aboutissement, mais on espère que le début, ce sera le 7 juin au Théâtre de l'Alhambra. Effectivement, le théâtre avec les histoires les plus écoutées, les plus aimées, avec les personnages les plus aimés par les enfants. Et ben Céline Kallmann sera sur scène avec plein de surprises, on travaille là-dessus, donc c'est assez extraordinaire parce que un podcast à la base, on crée ça un peu dans notre cave, quoi. Enfin, c'est vraiment. Puis au fur et à mesure, on commence à avoir des écoutes, puis ça devient des livres, et puis ça devient effectivement des millions d'écoutes, et puis maintenant un grand théâtre classe comme l'Alhambra, c'est quelque chose, ouais. Je me suis demandé finalement si on n'allait pas être un peu dans quelque chose comme Chantal Goya, où à un moment donné, vous allez avoir envie d'intégrer peut-être des personnages vivants sur scène avec Céline Kallmann, ou encore même des enfants pour jouer, ouais. Pour le rendre davantage vivant. Alors, Chantal Goya, que j'adorais quand j'étais petit. Non, c'est très positif pour moi de le dire ça. Non, mais cultissime. Alors, je dis pas l'inverse. Non, mais nous, je pense qu'il faut garder l'âme du podcast. Oui. Et c'est-à-dire que le podcast, ça doit quand même rester une narratrice, Céline, avec effectivement des possibilités de faire des voix différentes, mais elle va pas être déguisée. C'est pas du théâtre. Pas différent. Forcément Céline, mais derrière avec des personnages qui arriveraient comme ça. Il va avoir pour certains personnages. On est en train de, effectivement, il y a notamment certains enfants. Allez, je le dis, les miens. Parce que forcément, bon, ils baignent dedans. Hein, bon, voilà, c'était une bonne idée alors, j'ai bien imaginé. Benjamin Muller, vous partagez encore aujourd'hui votre expérience de père à travers des jeunes, des cahiers pratiques, devenir papa pour les nuls, jeune papa, éducation bienveillante, plusieurs livres pour enfants également, où il y a toujours un peu ce Paul ou ce Polo, ou encore Polo, président des doudous. Ouais. Vous venez de sortir le dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé. C'est une somme d'expériences, de concepts,
conseils pour bien se préparer au raz-de-marée de la parentalité que vous avez vécu évidemment et peut-être observé dans le regard des amis de vos amis. Oui, des amis et puis de tous les gens que j'ai pu voir au maternel pendant Bien ces sûr. 8 années. Les éditions HarperCollins ont lancé ces dictionnaires, donc c'est la forme d'un dictionnaire, hein, rien de très surprenant. Et donc l'idée, c'est de prendre tous les mots qui vont correspondre à des moments difficiles ou joyeux ou intenses, compliqués de la parentalité. Et je me suis vraiment dit, c'était mon défi, je veux l'écrire comme un livre que j'aurais aimé qu'on m'offre au moment où je deviens papa. Et donc là, les éditeurs m'ont dit, fais comme tu le sens, te fais confiance, ce qui est quand même assez peu fréquent dans la vie. Et donc C'est j'y vrai. suis allé, j'ai vraiment fait le livre que j'aurais aimé qu'on m'offre pour savoir la vérité. Et ils ont eu raison, c'est très agréable, c'est une écriture très légère et c'est très agréable de découvrir ce livre-là parce que les pages sont finalement, il n'y a pas 5 pages pour définir un mot, donc c'est très agréable de pouvoir se balader un peu comme on a envie. Et alors j'ai découvert des mots grâce à vous, Benjamin Muller: baby clash, bénocalypse, berceustrophie, cocoricouche, petit pochot, pyjamaclisme ou tétinodrame. Bon, ça, c'est à chaque fois essayer de prendre tétinodrame, essayer de prendre des mots qui parlent à tout le monde et de les rendre un peu légers, tout en rappelant que c'est pas forcément léger quand on le vit au quotidien. Je veux dire, un enfant qui perd sa tétine, d'un coup, nous, on vit l'enfer, ça devient l'apocalypse dans la voiture, à la maison, en faisant les courses ou quoi. Et si on prend un tout petit peu de hauteur, un jour ou l'autre, on en rigolera. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de détourner les mots. Mais Baby Clash, le premier, ça, c'est un peu différent. C'est quelque chose qu'il faut dire, je pense, à tout le monde. 100% des jeunes parents, des couples, en devenant parents, vont passer par cette période compliquée où le couple, il remet son titre en jeu. Hein, tout. On passe de 2 à 2 contre 1 avec l'enfant, il faut pas se mentir. Donc ça chamboule tout. Ça chamboule la vie affective, amoureuse, on est fatigué. Bon. Et donc, je pense qu'il faut le dire. Il faut juste prévenir les futurs parents. Votre couple va manger. Ça va être compliqué. Vous savez qu'un couple sur 2 pense à la séparation dans la première année de vie d'un bébé. Oui. C'est beaucoup quand même. Mm. Donc, il faut juste le dire. Il n'y a pas de fatalité à se quitter, mais si on en parle, si on met un peu d'humour avant, si on prépare un tout petit peu la chose, je pense qu'on peut s'éviter quand même le pire. Exactement. D'ailleurs, je connais un couple qui s'est dit, écoute, nous allons avoir un enfant, on se fait une promesse, on ne se quitte pas dans cette année-là, parce que notre couple va être soumis à rude épreuve, à toutes c'est bien, ça, les pires, entre guillemets, difficultés qu'un couple peut rencontrer. Vous avez évoqué le sommeil. Il y a 2 mots, rituel du coucher et sommeil. Un petit mot pour ceux qui en manquent cruellement comme moi. Bébé de 6 mois, il faut y aller. Ah bah oui, alors bébé de 6 mois, vous êtes dans le dur, comme on dit. Voilà. Alors, un petit mot. Ça va passer. Non, mais en fait, ça peut paraître léger comme conseil, mais c'est tellement vrai. Il faut le savoir, c'est-à-dire que ça peut être très difficile. On rigole, mais 6 mois sans sommeil, des nuits... Enfin, je sais pas, vous êtes réveillé beaucoup. Vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Non, mais quand on est réveillé toutes les 2 heures pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une torture. Ouais. En fait, et on l'oublie après coup, mais c'est une torture. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'un jour, ça passera. Un jour, vous allez redormir. Un jour, c'est votre enfant qui deviendra un ado. C'est lui qui se lèvera à 11h. Et vous irez le tirer du lit et vous vous vengerez. Mais donc, relativisons, tant que son enfant est en bonne santé, je pense que c'est quand même bien d'avoir ça dans un coin de sa tête. Benjamin Muller, il y a beaucoup de mots dans ce livre, dans ce dictionnaire. Quel est votre mot préféré ? Peut-être qu'il s'associe à quelque chose que je vous avez pense envie que de c'est dire. Zelda. C'est le dernier mot. Zelda, pourquoi ? Parce que Zelda, c'est un jeu, c'est un jeu très connu de jeux vidéo. Moi, je jouais avec mon père beaucoup et c'était ma passion. Quand mon père me disait, allez, viens, on se fait une petite partie de Zelda quand j'étais petit. Et là, maintenant, je joue avec mes enfants. Donc, évidemment, le jeu a bien changé. Hein. Quand on regarde à l'époque, c'était quand même très moche, très limité. Mais donc, voilà, une sorte de transmission par le prisme de Zelda que je trouve assez cool. Le vrai petit drame dans tout ça, c'est que mes enfants, ils sont tellement meilleurs que moi à Zelda, alors qu'ils jouent pas beaucoup. Je me dis que je suis vieux, quoi. Quel meilleur conseil pour terminer vous pourriez donner aux parents qui nous écoutent, Benjamin Muller ? Dialoguer ensemble, pas hésiter à chercher de l'aide, accepter l'idée que c'est dur, et puis surtout pas se comparer. C'est-à-dire que le parent parfait, je le dis, je l'ai fait moi aussi. Hein, on se fixe des objectifs, puis on est déçu par soi-même. On dit souvent, avant j'avais des principes, après j'ai eu des enfants. Accepter de revenir sur certains principes. Pas trop regarder sur Instagram les influenceurs qui donnent l'idée que pour eux tout est fluide, facile, leur couple est beau, leur maison est bien rangée, ils font que des purées de brocoli bio à leurs enfants. Non, en fait, ça n'existe pas cette vie-là. Voilà, et être assez cool avec soi-même. Meilleur conseil. Et autre conseil, vous avez des gens pour vous aider quand c'est vraiment très difficile. Vous avez des médecins, vous avez des PMI, des puéricultrices, et il ne faut pas hésiter à faire appel à ces gens-là. Benjamin Muller, on va rester dans le thème. On va vous emmener au théâtre avec David Schweger pour découvrir une histoire de petits chevaux. Au théâtre. Bonjour David.
Bonjour Cyrielle et bonjour Benjamin Muller. Ma tâche dans cette émission est toujours délicate et il m'arrive en consultation avec Cyrielle d'hésiter sur la pièce à choisir pour la mettre en résonance avec les goûts de notre invité. Aujourd'hui, cela n'a pas été le cas car en entendant parler du projet Scandale à l'école de Benjamin, les mots associés d'enfance et d'antisémitisme, j'ai immédiatement pensé au spectacle Les Petits Chevaux, actuellement à l'affiche du théâtre des Gémeaux parisiens, qui entre en troublante résonance avec les signifiants que je viens d'évoquer. Alors pourquoi cette troublante résonance, David ? Eh bien Cyrielle, car ce spectacle met en scène l'histoire méconnue des enfants issus du programme Lebensborn dans l'Allemagne nazie. Ce programme, intitulé en allemand Source de vie, a été créé en Allemagne en 1935 par Heinrich Himmler lui-même, au cœur de pouponnières et de crèches dédiées à cet effet, et avec la contribution des troupes des SS et de leurs épouses, ou de femmes aryennes pouvant abandonner dans ces crèches un enfant issu de leur relation avec les SS, afin de fabriquer l'enfant arien parfaitement pur. On peut être reconnaissant à Séverine Kojano, Camille Laplanche, Mathieu Nyongo et Jeanne Signé d'avoir eu pour projet de mettre en lumière ces lieux peu connus du grand public en racontant le destin d'une enfant adoptée issue de ces Lebensborn. La pièce raconte en effet l'histoire de Violette, la fille d'Hortense, qui apprend incidemment que sa mère a été adoptée. Passionnée par cette découverte, elle part à la recherche de ses origines maternelles pour découvrir dans des archives allemandes qu'elle est une enfant Lebensborn. Commence alors une passionnante enquête aussi bien qu'une quête des origines qui nous ouvre un pan méconnu de l'histoire. Nous suivons Violette et Hortense dans les méandres des recherches archivistiques où elles retrouvent traces des correspondances de la mère et du père d'Hortense. La pièce met en lumière avec une grande délicatesse l'impact de cette découverte sur la psyché d'Hortense qui se découvre fille d'un certain projet nazi dont elle ignorait tout et qui a fabriqué nombre de destins brisés par la culpabilité et le remords. Un mot sur la mise en scène, David. Oui, car ce propos essentiel sur les Lebensborn est servi par une belle mise en espace sobre. La scène est peuplée de cartons qui suggèrent discrètement combien le propos scénique a partie liée avec la mémoire et tout ce qu'elle signifie de recherche originelle et essentielle pour certains. Ces cartons servent aussi bien à représenter les archives dans lesquelles Violette et Hortense vont aller à la recherche de leurs origines et des parents d'Hortense qu'à servir de support à de belles projections photographiques de visages d'enfants Lebensborn. Une mise en scène minimaliste et soignée, donc, dans laquelle Florence Cabaret, Séverine Kojano, Nadine Darmon, Samuel Debure, les 4 acteurs de la pièce, sonnent tous très justes, sans qu'aucun ne soit en retrait. La forme est donc à l'aune du fond, intéressante et juste. Et pour conclure ? En conclusion, je recommande vraiment à tous d'aller faire un tour au théâtre des Gémeaux parisiens pour cette pièce qui, basée sur des archives et des témoignages, a le grand mérite de mettre en lumière le cas de ces enfants Lebensborn au destin brisé et à la mémoire criblée de la culpabilité laissée par le projet de leurs parents. L'occasion d'une réflexion prolongée, idoine par les temps qui courent, sur la folie totalitaire du nazisme, dont nous n'avons pas fini de mesurer l'impact sur notre mémoire collective. Et merci beaucoup David Schweger. Je rappelle que la pièce Les Petits Chevaux, une histoire des enfants des Lebensborn est à retrouver au théâtre des Gémeaux parisiens, retrouvée jusqu'au 22 avril, les lundis et mardis à 19h. Merci beaucoup David Schweger. Merci Cyrielle. Tout de suite, c'est l'édito de Madar. Le billet du jour. Et c'est l'heure de retrouver Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous nous parlez de la mécanique de l'antisémitisme, Samuel. Il y a une formule, une sorte de loi immuable, qui se vérifie depuis des décennies. Et pourtant, elle défie toute logique rationnelle. À chaque fois qu'un drame antisémite frappe, loin d'entraîner un sursaut collectif contre la haine, il est suivi d'une flambée encore plus violente d'antisémitisme. C'est une mécanique implacable, un engrenage infernal. Comme si à chaque fois que les Juifs sont victimes, on décidait de les punir encore davantage. Quand être victime ne protège pas, mais expose encore plus. Prenons quelques exemples concrets. 2006, Ilan Halimi est kidnappé, torturé pendant 24 jours, puis assassiné par le gang des barbares parce qu'il est juif. Un crime d'une sauvagerie indicible. Logiquement, un tel traumatisme national aurait dû marquer une prise de conscience et freiner l'antisémitisme. Et pourtant, cette année-là, les actes antisémites augmentent de 45%. Deuxième exemple, 2015.
tragédie de l'Hypercacher, qui est victime d'ailleurs d'un incendie criminel cette nuit. Mais revenons à 2015. Une attaque terroriste qui vise des juifs parce qu'ils sont juifs, une nouvelle fois. On aurait pu penser que l'horreur suscite un sursaut, mais non. 85% d'augmentation des actes antisémites dans les 5 mois qui suivent. À chaque fois, la même équation terrifiante. Plus les juifs sont victimes, plus ils deviennent des cibles. Une double peine qui fait de l'antisémitisme une haine particulièrement perverse. Elle ne se satisfait jamais du mal qu'elle fait. Elle s'en nourrit. Il y a aussi, il faut le dire, Samuel, un autre phénomène qui se joue, c'est celui de l'importation du conflit israélo-palestinien en France. Exactement, et là aussi, les statistiques sont édifiantes. 2014, c'est l'année où se déroule l'opération Bordure protectrice à Gaza. Et nouvelle flambée en France, où les tensions explosent avec le nombre d'actes antisémites, 851 en un an. Un record depuis 10 ans. Et puis 2023, le massacre du 7 octobre en Israël, le plus grand drame anti-juif depuis la Shoah. Là encore, la mécanique s'enclenche. Résultat, 1676 actes antisémites en France, c'est presque le double qu'en 2014. Ce qui se passe là-bas devient un catalyseur de haine ici. Comme si les Français juifs portaient sur leurs épaules les décisions d'un gouvernement étranger. Comme s'ils étaient coupables d'être juifs. Il faut dire aussi, du côté des politiques français, est-ce que vous pensez qu'ils ont une part de responsabilité ? Certains pensent que oui, dans cette montée de l'antisémitisme. Une part seulement ? Non, la responsabilité des politiques est immense. Et une fois de plus, je reviens sur les chiffres, mais ils parlent d'eux-mêmes. Regardons 2024, 1570 actes antisémites. Et lorsqu'on étudie leur répartition, mois par mois, on découvre un fait troublant. Plus la France insoumise tweete sur Gaza, plus les actes antisémites augmentent. Et c'est encore plus vrai en mai 2024. En pleine campagne pour les élections européennes. C'est le mois de l'année où les insoumis ont le plus tweeté sur Gaza. Et c'est également le mois de l'année où il y a le plus d'actes antisémites en France. Un calque quasi parfait entre la haine anti-juive et l'instrumentalisation du conflit par les insoumis. Quand des responsables politiques choisissent délibérément d'attiser les tensions, de flirter avec des rhétoriques dangereuses, ils savent très bien ce qu'ils font. Les mots ne sont jamais neutres. Ils ont des conséquences, y compris pour les jeunes. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais conclure en terminant avec les mots de Jean-Luc Mélenchon. Ça suffit, maintenant. Merci beaucoup Samuel Madar, merci beaucoup pour cet édito du jour. Je vous vois Benjamin Muller un peu ému. Ah bah c'est très émouvant et puis c'est très effrayant. Je pensais à mes enfants là en vous écoutant. En fait c'est bizarre, hein. Je me disais oui voilà c'est le monde qui est le nôtre mais le monde qui est le leur et qu'on leur laisse. On dit souvent mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde et là on est en plein dedans. On est en plein dedans, donc effectivement. Moi, j'ai été étonné aujourd'hui. Effectivement, il y a eu un incendie criminel, a priori, à l'Hypercacher. Alors, l'enquête montrera. Exactement. On verra, etc. Mais quand même, c'est potentiel. Enfin, c'est un symbole. Moi, j'étais vraiment heurté, choqué quand j'ai entendu ça ce matin. Je me suis dit, c'est devenu un symbole fort en France pour l'Hypercacher de 2015. Et j'ai trouvé qu'on s'en était peu ému. Pas ici à Radio J, hein, bien sûr, mais partout. Voilà, je laisse libre ça à la réflexion de chacun. Je trouve qu'on en a peu parlé par rapport à la gravité, selon moi. Vous parlez dans les médias en règle générale ? Ouais, dans les médias, bien sûr. Ouais. Malheureusement, on se retrouve souvent confronté, et pas que sur ces sujets-là. Mais là, ce qui est terrifiant dans ce que vous dites, et ce qui est très vrai, c'est-à-dire que d'une part, le citoyen français juif devient responsable de la politique de Netanyahou, alors qu'il a tout à fait le droit de détester la politique de Netanyahou. Et d'ailleurs, c'est pas à vous que je vais apprendre, c'est bien souvent le cas. Et même la gauche israélienne, si on voit, est très virulente. La presse de gauche israélienne est très virulente contre la politique de Netanyahou. Donc c'est complètement débile de considérer qu'un juif est par essence soutien du gouvernement de Netanyahou. Et en plus, cette espèce de responsabilité que doivent porter les Français juifs pour des choses qui se passent à X milliers de kilomètres est insupportable. Et là, vous dites responsabilité de la politique. Je pense que c'est vrai. De l'école aussi, parce que ça passe aussi par l'éducation, malheureusement. Et il faut se mettre aussi à la place des profs qui ont
de lourdes responsabilités, c'en est une en plus pour eux, et ils n'ont pas toujours les formations nécessaires. Enfin là, j'ai l'impression que j'ouvre 2500 débats en un. Oui, mais c'est une réalité. Les enseignants, malheureusement, ne seront pas armés pour beaucoup de choses quand on parle avec eux, notamment quand ils démarrent dans ce métier-là. Ils sont très très mal accompagnés, donc c'est encore moins évident, on imagine bien, de traiter ces sujets, ou quand ils veulent les traiter, d'ailleurs, souvent ça se passe pas bien. Elisabeth Borne, aux assises de l'antisémitisme, a dit quelque chose de très juste. Elle a raconté qu'il y a souvent ça commence par des phrases, des petits écriteaux, un petit tag d'une croix gammée sur une table, dans des écoles, etc. Et ce qui revient beaucoup des proviseurs à son ministère, c'est « ça va, des trucs de gamin, une croix gammée qui a été faite sur une table ». Et elle dit non, en fait, on peut pas laisser passer ça. Et donc c'est aux profs, aux proviseurs de partir en guerre contre ces choses-là. Et bon, je peux aussi comprendre qu'ils aient pas toujours l'énergie, le courage. On peut comprendre, je veux dire, humainement, on a tous des failles, mais ça reste quand même un combat, et il est important d'avoir des porte-voix. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, Benjamin Muller ? Il faudrait enseigner aux enseignants, il faudrait leur faire une formation spécialiste, que ce soit sur le racisme en règle générale, l'antisémitisme, etc. Vous pensez ? Écoutez, il faut que je pèse mes mots, parce que comme dans ma famille, la moitié des gens sont profs. Si je dis une connerie, je vais me faire engueuler. Non, mais eux, ce qu'eux disent, c'est qu'ils croulent déjà sous les responsabilités. Oui. Et donc, on peut pas leur demander de penser toutes les difficultés de notre société. Et ça s'entend aussi. En revanche, qu'il y ait des tables rondes et qu'il y ait des profs motivés pour parler des discriminations au sens large, ça existe déjà. Hein, oui. Ça existe déjà, mais sans doute qu'il faut... Moi, j'aime bien aussi les notions de faire des cours de bienveillance dès le plus jeune âge. Ça peut paraître... quand Gabriel Attal avait dit ça paraissait un peu béni oui, qu'est-ce qu'il nous raconte, mais en fait dans les pays du Nord, ils font des cours de bienveillance dès l'âge de 3 ou 4 ans, apprendre à l'autre qu'on doit défendre le copain quand quelqu'un l'embête, peu importe la raison. Je trouve que nous on manque cruellement de ça. Voilà, ça pourrait peut-être passer. Et puis poursuivre les témoignages tant qu'on peut, tant qu'ils seront là, tant que les derniers seront là, évidemment. Tout de suite, on va passer à l'introspection. L'introspection. Benjamin Muller, Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire cela maintenant avec quelques petites phrases un peu bateau certes pour recueillir un sentiment, une émotion, au mieux une anecdote de votre part. La première, pensez-vous que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? Pensez-vous que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? Non. Parce que sinon, dans ce cas, il n'y a aucun combat, on mène aucun combat. Si on pense toujours comme le plus grand nombre, c'est comme ça que les choses n'avancent jamais. Donc c'est un grand non. L'exemple qui me vient en tête, c'est au tout début de MeToo. Je trouve qu'il y avait vraiment au tout début de l'affaire Weinstein, les premières personnes qui prenaient la parole pour dire non mais attendez, c'est révélateur d'un truc systémique où les femmes sont pas défendues, pas entendues. Je trouve qu'ils étaient un peu moqués et heureusement on a fait beaucoup de chemin. Heureusement que ces personnes ont pris la parole à ce moment-là pour faire avancer. Ça passe par... Il faut des grandes gueules, il faut des gens qui vont loin, il faut des gens qui vont trop loin pour faire un peu bouger les mentalités. Le savoir, c'est le pouvoir. Oui, et là on en revient à ce qu'on disait à l'instant, notamment par l'éducation et par les enfants. Le pouvoir ne peut venir que par le savoir. Il vient par quoi d'autre sinon par la force ? Non, sûrement pas. Donc ça, je suis convaincu de ça. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Alors ça, c'est totalement la vérité. Quelqu'un qui n'a peur de rien, est-ce qu'on peut dire qu'il est courageux ? Non. Non, le vrai, les têtes brûlées sont pas forcément des gens courageux. Non, on peut avoir peur de traverser la route pour X raisons, et le jour où on traverse la route, ça fait de nous quelqu'un de très courageux. Ça, j'essaye de le dire moi à mes enfants quand ils me disent qu'ils ont peur de telles choses, d'aller à l'école, d'aller à la piscine. S'ils réussissent à aller à la piscine devant tout le monde et se mettre en maillot de bain devant tout le monde, alors que c'était une peur pour eux, ils ont été courageux. On peut tous avoir des petites victoires. Donc, je ramène tout à l'enfance, vous avez vu, mais c'est valable aussi pour nous. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Quand on peut, on doit. Alors, est-ce que je peux essayer de mettre une nuance là-dessus ? Bien sûr. Si on revient à notre sujet des profs qui donc ont un rôle pour lutter contre, on dit toutes les formes de discrimination. Eux, ils peuvent faire ça. Est-ce qu'ils doivent nécessairement ? Il faut aussi comprendre les histoires personnelles des uns et des autres qui peuvent faire que pour certains, ça renvoie à des difficultés. Et donc, on ne peut pas exiger toujours de tout le monde de faire ce que nous-mêmes, on aimerait faire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça demande un peu de clémence et de bienveillance et surtout d'empathie. Parce que quand on dit quand on peut, on doit, ça veut dire qu'on n'a plus l'empathie de se dire ok, je peux comprendre qu'il ne fasse pas ce que moi j'aimerais faire. Pour terminer, Benjamin Muller, est-ce que vous avez une philosophie de vie, une citation ou un conseil qui vous accompagne au quotidien ? Qui tente rien à rien. Voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Qui tente rien à rien. Alors, beaucoup tenter, ça sous-entend beaucoup se prendre des murs, mais ça sous-entend aussi avoir des belles victoires. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J.
Le portrait psychologique. Radio J. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble et c'est donc votre portrait vu par Christian Richomme. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Benjamin. Bonjour. Alors moi aussi je vais tenter de dire quelques mots sur votre profil. On grandit, on vieillit et en fait on joue à l'adulte, mais au fond de nous on est toujours des enfants. Alors vous êtes né dans une famille qui est nombreuse avec un père médecin et une mère puéricultrice et en fait c'est comme un centre de soins. Une sorte de, en anglais on dirait une care family. Ça veut dire où la relation à l'autre elle est importante, où il y a de la prévention, où il y a ce qu'on voit à travers vos paroles et votre travail, une sorte d'empathie naturelle. Une volonté de partager, d'accompagner et de grandir dans une maison où il y a eu de la bienveillance, où il y a eu de la pratique quotidienne, une enfance facile, avec toujours ce que vous nous ramenez aujourd'hui, de l'enthousiasme. L'enthousiasme que vous avez gardé de cette époque-là. Donc, dans une grande famille, il faut trouver sa place. Et peut-être que votre place, c'est de prendre soin des autres. Alors, vous êtes une sorte de passeur, un passeur d'émotions et de savoir, avec énergie, un de vos 3 mots. Cette parentalité, c'est un sujet important, puisque le mot avant parentalité, c'est maternité. Et on le décernait beaucoup aux femmes, et que ce soit un homme qui parle aussi aux femmes, et qui parle aussi à la place des hommes. C'est intéressant, et c'est quelque chose qui transmet. Vous êtes dans cette transmission d'une expérience, une sorte de figure parentale aidante, ou d'un père éducateur. Ce qui fait que aujourd'hui, vous êtes à la fois ce papa, mais tout en gardant cette âme d'enfant. Ça veut dire que j'ai joué à Zelda avec mon papa, et je joue à Zelda avec mes enfants. Alors vous discutez de tous les sujets avec les enfants. Et c'est important de les ouvrir à ce monde-là. Ça veut dire de ne donner aucune restriction, de les faire grandir, sans s'effrayer, de les rassurer, de nommer l'injustice. Peut-être pour vous de faire de ce monde qui est anxiogène, de le préparer pour demain. De faire en sorte que nous, en tant qu'adultes, on a des difficultés à voir ce monde bouger, et que notre mission, c'est de préparer l'autre génération. Donc c'est de démystifier, de désacraliser certains termes avec humour, avec simplicité, votre volonté de donner des repères par rapport à la violence de ce monde. Je vais citer une phrase d'Anna Freud qui pourrait nous parler. Ce n'est pas tout ce que nous faisons, tant ce que nous faisons pour nos enfants, mais ce que nous leur avons appris pour être eux-mêmes, qui vont les rendre plus humains et accomplis. Alors, il y a ce côté enfant en vous. Et on a parlé de votre enthousiasme, on a parlé de votre énergie. Est-ce que vous avez gardé ce côté bordélique qui, justement, est une trace de votre enfance? Oui. Oui, absolument. Merci, c'est très beau et c'est incroyable, là, ce que je viens de vivre. Un moment de psychothérapie très fort en 5 minutes, bravo. Oui, et je pense que le bordel, c'est pas forcément un défaut. Mais je pense que ça mériterait sans doute une heure. Une autre émission. Vive le bordel, ouais. Merci beaucoup Christian Richomme, notre psychanalyste, auteur et thérapeute que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup Benjamin Muller d'avoir été Merci notre à vous, invité aujourd'hui. c'était un énorme plaisir. Merci. Partagez Scandale à l'école, votre podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous lundi dès 15h avec mon invité Mathias Malzieu. Bien évidemment, merci à Hugo Davier pour l'aide à la préparation de cette émission, à Benjamin Arnaud pour la réalisation et Tana Noukaïef. Merci à toutes et à tous et puis évidemment à lundi sur Radio J.